début, Dieu a de la misère avec la matière. Par où commencer le chantier? Question. Et tout à coup, là l'idée géniale de commencer le monde par le nombril. Oh, c'est génial ça. Ouais, c'est super ça. Cool. Le mépougne d'un côté, hérisson de l'autre, la salle polyvalente qui sert à tout, qui sert à rien d'un bord, le stade de foot avec les gradins de l'autre. Et là, le prend un petit peu de terre, le fait un petit golem, le coupe en deux, le remonte aux ateliers, le fait deux côtés. Un côté homme que l'appelle Hercule et un côté femme que l'appelle Janine. Le prend de vagues peaux de bête, le remet sur l'échine, les lance sur la terre, et quand le couple s'est réveillé sous les projecteurs, l'a entendu une voix qui faisait « Bienvenue à Pougnérisson !» C'est Pougnérisson. Partout dans le monde, si vous êtes bien centré, vous y êtes. Pougnérisson, c'est le nombril de la Terre, donc il n'y a pas de lézard là-dessus. Ouvre la porte, papa. Ouvre la porte, qui te dit. Non! Ouvre la porte. De toute façon, il faudra y aller. Et la porte s'est ouverte. Et Pierre a vu la tête de son père, pas vraiment décidé à partir, le l'empoigner comme un sac à patates, l'a jeté en travers de ses épaules, et il a commencé à marcher. Il est arrivé sur la place de l'église après avoir passé le chantier de la médiathèque. Là, à l'entrée de la place, on avait le maire d'un côté, son ancienne femme de l'autre. Puis il y avait tout le monde en train de les regarder en silence, en train de les regarder juste d'un œil. Pour pas faire voir qu'on regarde, mais vous savez, là, pour regarder juste de même. Mais on regarde quand même. Et là, le père a commencé à gigoter sur les épaules. Pierre lui a dit d'arrêter de faire l'innocent. Il n'avait pas envie de se faire remarquer. Il a continué à marcher. Il a grimpé la montagne de Pougnérisson. Et quand il est arrivé en haut, au bord du précipice, il a eu une seconde d'hésitation. Il a senti une goutte de sueur perler à son front, malgré la pluie. Il a fermé les yeux et l'a laissé glisser son père dans le vide. Faut vous dire qu'avant, à Pougnérisson, on avait une habitude ancestrale qui était sans doute liée aux restrictions de budget sur les constructions de maisons de retraite. Quand un vieux était trop vieux et que ne servait plus à rien, ce qui est déjà un pléonasme, le fils aîné le prenait, le menait en haut de la montagne et le jetait dans le précipice. On faisait chioc. Et on n'en parlait plus. On faisait propre dans le pays. Était mieux que l'équarrissage. Était un genre d'accompagnement à la mort, quoi. Mais là, et le rire de son père qui a tout fait basculer. Quand Pierre a rouvert les yeux, il a vu que son père n'était pas tombé au fond du trou, mais il était accroché par la chemise à une branche qui surplombait le vide, et il riait à en mourir. Le premier réflexe de Pierre a été de finir le travail. Était un gars de la vieille génération, on n'aimait pas le travail à moitié fait. Il a pris son couteau dans son bleu et il a commencé à scier la branche. Et là qu'il a croisé le regard de son père. Son père qui était en train de hurler de rire en disant « Coupe pas la branche! Si on se trouve, ce sera la même qui te servira un jour !» Et là qu'il a croisé le regard de son père. Son père qui était là, ne l'avait pas regardé depuis 2 années. Sans doute parce que chacun a sa route. Puis en plus, son père était tout courbé, tout acabassé sur la terre. Alors finalement, était très laborieux de le regarder dans le blanc des yeux. Et là, elle a vu qu'il n'était pas des yeux de vieux, qui était plein de malice, qu'il avait même une lueur dedans, que l'avait vu nulle part ailleurs. Elle s'est dit que devait être un bout d'âme. Elle a tendu sa main vers lui pour le sortir de là. Mais le bonhomme a croisé ses bras sur sa poitrine en disant qu'il préférait rester là plutôt que servir à rien à l'extérieur. Il était corneau en plus de ça. Pierre a réussi à passer un compromis avec, l'a grimpé le bonhomme en haut de la montagne, et puis lui, il est redescendu au village. Le soir même, il a entamé sa reconversion professionnelle,
Et le soir même, l'a ouvert un cabinet de consultants pour les petites gens. Il est devenu un genre de mini-Grégoire local. Il recevait la clientèle de 18 à 20 heures tous les soirs, on lui posait des questions et lui donnait les réponses seulement au petit matin, après. Entre les deux, le grimpait à la montagne, avec sa soupe chaude pour son père. Son père tenait beaucoup à la soupe chaude. À partir d'un certain âge, on a ses habitudes. Et il revenait le matin, avec des réponses de bon sens. Et le pays en manquait cruellement de bon sens. Ce qui fait que l'affaire de Pierre est devenue florissante, l'a fait fortune avec ses réponses. Au marché, les gars qui vendent des béquilles. Et là, lui, il est devenu vraiment quelqu'un d'important, un notable, un incontournable. On a duré comme ça pendant des années, jusqu'à l'année de la grande sécheresse, où là, il a été incapable de les aider. Il a dit que la météo n'était pas son rayon, qu'elle n'était pas marabout. La sécheresse, on ne l'avait pas vu venir. On l'avait longtemps cru dans le sud, comme ça on l'arrangeait bien les bonnes consciences. On pouvait dire en toute sécurité, « Oh, les pauvres mondes, l'avant pas de chance, on fait sec. » Et un matin on s'est réveillé, elle était là. Les troupeaux avaient desséché, les enfants avaient ballonné, la terre s'écarquillait, puis on essayait de mettre du beurre dans les fentes de la terre pour essayer de la calmer. Les bénitiers étaient à sec, les grenouilles avaient émigré en Albanie, les gens dormaient la nuit dans les congélateurs pour pas attraper d'insolation. Les petits veaux qui sortaient du ventre de leur mère étaient si cuits qu'on n'avait plus qu'à rajouter les légumes pour faire la blanquette. On faisait tellement chaud qu'on était obligé de donner des pains de glace aux poules pour les empêcher de pondre des œufs durs. On faisait chaud, quoi. Et la panique, vous savez, n'a rien de tel qu'une bonne catastrophe naturelle pour faire paniquer le monde. Un matin, on se réveille, les deux pieds sur la géante, fragile, et on a peur. Alors les autorités locales ont décidé de trouver un coupable pour éviter le désordre. Les autorités locales n'aiment pas le désordre. Et on a fait courir des rumeurs, on a dit qu'étaient les gens de l'aéroclub de Petos, le village à côté. Qu'envoyaient les avions de l'aéroclub la nuit, pour disperser les nuages, pour que l'empêche de mouiller. Alors on a fait des manifestations, des condamnations, des exécutions, des processions avec les curés de vent qui brassaient le ventre des fontaines pour que fasse mouiller. Mais on n'a pas marché. Alors on a demandé aux notables, aux bonnes consciences morales du pays, aux pharmaciens, aux avocats, aux vétérinaires, au bac+2. Ils sont déjà plus nombreux, hein. +3, +4 aux énarques, mais personne ne savait. Ne sont jamais là quand il faut. Alors la panique est devenue générale et on s'est retourné vers le bon vieux temps. Le bon vieux temps. N'a rien de tel que le bon vieux temps quand le présent est muet. Le bon vieux temps des sacrifices rituels. Oh. Et là, on a commencé à chercher une jeune vierge qui aurait été élevée au lait de chèvre Poitevine pendant 20 ans. On n'a pas trouvé le modèle. Le modèle se faisait plus. Et on a fini par trouver une vieille vierge. Un très vieux modèle. À Petos. Elle s'appelait Anne-Céleste. On s'est dit qu'on ferait l'affaire quand même. Puis on l'a ramenée sur la place de l'église, à côté du monument aux morts. Puis on a été chercher Rico Baignon le boucher, qui avait l'habitude de tuer le bétail le lundi puis le mercredi. Puis il est arrivé en essuyant les mains sur son tablier, puis en disant « Au calais, qu'il faut tuer ?» Et là que Pierre est arrivé. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste dit qu'il était ridicule, que ça servirait à rien, qu'elle allait les emmener voir son père, qu'elle avait caché son père pendant toutes ces années dans la montagne. Et tout le monde a suivi, comme un troupeau docile, avec le maire qui s'est mis devant, avec sa femme. Tachondé, quand on avait un défilé, il se mettait toujours devant, avec sa femme. Faut bien servir à quelque chose. Et quand la troupe est arrivée en haut de la montagne, la nuit était tombée. Et le vieux bonhomme les attendait, assis dans un pliant de camping. En face, on avait Vénus, qui terlusait. Et le vieux bonhomme l'a regardé le maire, qui s'appelait Félix, puis qui était un gros bonhomme.
Puis il lui a dit, alors Félix, t'as pas l'air d'avoir dépéri. T'as pas trop souffert de la sécheresse. T'as eu peur, peut-être. Peur de manquer. Et ça que l'a dit aux autres. Et la peur de manquer qui a desséché le pays. D'abord, vous avez jeté les vieux en croyant qu'offrir de la place. Et puis l'eau s'est arrêtée de tomber. Mais tant que la peur et le doute grandiront dans vos ventres, il n'y aura pas d'eau qui tombera sur cette terre. Et comme le voyez, leur tête est bobinée, leur air de pas comprendre, l'éclater de rire. Allez, vous serez pas venus pour rien. Cette nuit, vous grimperez plus haut dans la montagne. Vous trouverez un taureau, vous le suivrez. Il vous amènera jusqu'à une source. On vous permettra d'attendre. Puisque vous n'avez plus la patience. Puisque vous avez peur du temps. Ils sont tous partis. Elles m'ont suivi la source. Le taureau. Il avait dû se passer quelque chose ce soir-là. Quelques jours plus tard, l'eau s'est mise à tomber. Et l'avant arrêté de jeter les vieux, du haut de la montagne. Et quand Pierre est revenu chercher son père, il n'a pas pu s'empêcher de lui demander comment elle connaissait toutes ses affaires. Et le bonhomme l'a regardé et lui a dit, tu vois, les vieux, et comme des voyageurs qui ont grimpé tous les chemins qui vont en haut de la montagne. La plupart marchent lourdement vers le précipice. Mais pour les autres, ceux qui ont appris à relever la tête au-dessus du chemin, et pouvant voir les vallées d'à côté, connaître le monde d'avant. Ils sont comme les vieux chagnes, les vieux chênes, qu'ont les racines enfoncées loin dans la terre, et les bras tordus vers le haut, avec de temps en temps seulement, un trésor, une lumière sans âge, cachée au cœur. Sur le haut de ta tête, l'amour t'a visité. Et t'as brûlé les mains, tordues vers le haut. Et tu portes le deuil, tu dis qu'il a achevé. T'oublies vite qu'il t'a quitté la chandelle. Du chien, ce mou, ce mou, ce mou. Vieux chien, ce mou, ce mou. Vieillard, monde, monde, monde. Vieillard, monde, monde. De l'ange ou la bête, l'amour a décidé. T'es qu'un vieil arbre qui dort au soleil. Et tu caches un trésor dans le chagne caborne. T'oublies pas vite que t'as quitté la chandelle. Vieux chagne, ce mou, ce mou, ce mou. Vieux chagne, ce mou, ce mou. Vieillard, monde, monde, monde. Vieillard, monde, monde. Qu'est-ce que j'ai comme idée, moi? J'ai pas d'idée. Je raconte les choses qui m'intéressent, sans idée, pas d'idée. Alors, Madame Brochu, est-ce que vous y allez ce soir au bal des pompiers? Ah ben bien sûr qu'il va au bal de pompiers parce que ma fille se présente à l'élection. Il emmenant la voisine, la tantine, tout le monde vient et vous, Madame Argentine? Oh non. Moi, vous savez, j'ai mon feuilleton Annette et Babylas à 18h45. Ce soir, mesdames et messieurs, dans la salle polyvalente, qui sert à tout, qui sert à rien, de Pouilly-Hérisson, élection de Miss Hérisson 93 au bal des pompiers. La plus grande fête nationale populaire obligatoire. 98% de la population valide et invalide est généralement présente. À 18h, 35 km de guirlandes multicolores sont allumées. À 19h, 35 km de merguez sont enflammés. À 20h, 35 km de brioches sont prédécoupées. À 21h, 35 km de buvettes sont pris d'assaut. Et à 22h, les 35 membres du jury arrivent pour l'élection, les plus vieux se mettant devant car la vue baisse avec l'âge. Et à 22h15, après le discours de l'adjoint à la culture, qui se félicite de la bonne utilisation des 12 francs 42 de subventions à l'action culturelle,
et qui remercie la remarquable organisation de Jean Bulez, le président du comité des fêtes. On hisse le président d'honneur du comité des fêtes avec un palan vu son grand âge, et il dit d'une voix tremblotante, voire parkinsonienne, que la fille à Brochu a été élue Miss Hérisson 93. Vous pouvez l'applaudir pendant qu'elle monte sur le podium pour aider les jeunes talents. Mademoiselle Brochu, s'il vous plaît. Elle vient recevoir les cadeaux. 5 kilos de côtelettes d'agneau premier choix, offertes par Rico Beignon, le boucher. Vous pouvez applaudir les sponsors. Une préparation florale offerte par Gisèle Simoneau, qui fait Interflora et les couronnes mortuaires. Et une chambre à coucher en pure formica imitation bois des îles, offerte par les meubles tranchants. Quand elle a fini, elle remercie son personnel et elle va voir son jeune fiancé, un petit gars du pays qui s'appelle Jackie, qui a la dernière R12 Turbo Rabbit customisée. Un bijou avec la grande antenne pour la CB, un pare-soleil où c'est marqué Jackie. Et derrière, comme c'est une Turbo Rabbit, il y a 2 petits lapins qui tac 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 tac. La semaine prochaine, s'il a le budget, il achète toute la famille. Et derrière, il y a un autocollant militant où c'est marqué USPH, Union Sportive de Pougnérisson. Et de l'autre côté, un autre autocollant où c'est marqué même si vous n'êtes pas Madonna, vous pouvez rentrer dans cette auto, la culotte à la main. Ouh. Et sur la plage arrière, une Sainte Vierge en plastique de Taïwan avec 2 yeux rouges qui s'allument comme le frêne. Sous le rétroviseur, une queue de castor authentique, avec un canari qui faisait coin-coin dans le temps. Un petit cœur vendéen branché sur l'allume-cigare, qui fonctionne rien que les dimanches et les jours fériés, plus les années bissextiles et puis de bicentenaire. Un faux téléphone de voiture avec les diodes qui rougissent quand on fait semblant de sonner. Et un petit volant sport avec de la moumoute autour pour pas qu'on ripe avec la sueur dans les virages. Avec un klaxon italien qui fait palapalapapapapap. Une auto, quoi. Une auto comme on les aime, hein. Une auto comme on les brigue. Une auto comme on les aime de l'amour. Une auto pas un camion. Une auto comme une fille. Une auto que l'on maquille. Une auto comme on les aime de l'amour. Une auto, pas un camion. Et pendant ce temps-là, le père Brochy est en train d'arroser la victoire au bar. Tagada, tagada, tagada. Allez, un petit coup de taco, un petit coup de gamay, allez, allez. Et les gars sont dans la position sport idéale. Le coude d'un côté, la main sur le verre de l'autre, en train de parler les dernières nouvelles. Le 42, s'il avait été pas noir, peut-être qu'il n'aurait pas été injecté du terrain non plus. Pendant ce temps-là, les femmes sont en train d'essayer le parking. Pas le parquet. Alors ça danse, Marcel. Arrête de me serrer si fort, on a ton couteau qui me fait mal dans ta poche. Et on change de cavalière. Et à l'entrée de la salle polyvalente qui sert à tout, qui sert à rien, il y a les hérissons de Pougne. Les quepons. Avec les meules et les meufs, les casques à quepons, avec l'arrêt dans le milieu, les blousons de cuir, il dit approche toujours, et t'as vu les ringards, on passe tirer les meufs de 50 balais, on se casse et on s'en emboîte et on approche toujours et on change de cavalière. Et dans le fond de la salle polyvalente ce soir, la reine-mère, la douairière, c'est Madame Brochu. Elle explique comment elle a fait avec de la pédagogie active pour bâtir une miss en 20 ans d'éducation forcenée. Elle dit au début j'ai été dur quand il fallait, et puis molle quand il fallait. Mais avec Jackie, on a toujours été intransigeant. Elle n'a jamais eu l'autorisation de rentrer avec sa R12 dans la chambre à coucher. Et on change de cavalière. Et là, sur le podium, le fameux groupe Verte Campagne, qui a un contrat à vie pour l'animation de la salle polyvalente qui sert à tout, qui sert à rien, se prépare à faire la lambada de Pougnérisson, la pougnette. Un grand moment de bonheur. Un moment de bonheur à l'état pur. À l'état pur. Culturel. C'est 3, 4, 5 piles. On commence à 3, 4 piles dans le temps. 3, 4 piles. 3, 4, 3, 4, 3, 4 en avant. Les gars, les filles, c'est la fête, c'est la fête. Lève le bras gauche.
gauche, lève le bras droit, lève la jambe gauche et les deux. La 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 la. Les gars, les filles, ça balance en avant, les gars, les filles, c'est la fête à la vanille. En avant, les filles, c'est le chocolat, c'est la fête au chocolat, ouais. La 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 la. Avec les drôles qui sont déjà en train de dormir sur les bancs, la femme avec Martial, la femme à Martial qui est partie avec Bernard, on va faire de souvenirs pour le restant du printemps. Il dure jusqu'à 11h30. Et à 11h30, l'orchestre s'arrête pour la pause syndicale qui tombe en même temps que la pause brioche, comme ça on évite le conflit social. Minuit moins le quart, tout le monde a une tasse de café à la main, bout de brioche dans l'autre. Brioche artisanale faite industriellement, qui occupe terriblement quand on la mange, surtout avec l'humidité. Minuit moins 10, changement de décor. Arrive un étranger. Et on se voit tout de suite que l'étranger, parce qu'elle est noire. Et à Pougny-Risson, on se remarque tout de suite. En plus de ça, elle est élégante naturellement, et à Pougny-Risson aussi. Costume ciré, sur les souliers cirés qui craquent sur le parquet ciré aussi, comme l'orchestre joue pas avec la population. Un drôle de silence s'installe, un ange de couleur passe. Sans hésiter, le prend la main de la fille brochue, commence à danser une danse, deux danses, trois danses, quatre danses. Et comme la population s'écarte de chaque côté, et eux se rapprochent de plus en plus, drôle d'ambiance, surtout que l'orchestre recommence à jouer sur le podium, et là, dans le bout, on a une vieille bonne femme qui dit « Regardez, dont flamme bleue sous ses pieds, et le diable, T'es dans ta gueule, vieille bonne femme, ça va pas dire des affaires de même. Vous jure, dont flamme bleue et le diable. » Et l'orchestre qui rejoue « C'est la valse brune des cheveux. Regardez, dont flamme bleue sous ses pieds, et le diable. T'es dans ta gueule, vieille bonne femme. C'est la valse brune. Clac, panne de courant. Blackout. Hurlement de l'assistance. Quand la lumière revient, plus personne au milieu. Mais la fille est brochue. Elle a profité du noir. De toute façon, la vieille vous avait dit, n'avait nos flammes bleues, tous ses pieds étaient le diable, mais pas possible, le diable, mais j'étais juste à le regarder, puis on te brûle. Et pas après, le diable, oui, oulala, mais t'as pu être contaminé, oui. Le diable qui était là, et puis moi qui l'ai pas vu. En 5 minutes, le plan sec est déclenché, les gendarmes, les pompiers, le SAMU arrivent de tous les côtés. Les jeunes, les vieux, les papos, les femmes, les filles, les drôlesses, les peuples, les mémés. On sent les pics, les dailles, les couteaux, les maillages, les fusils, les torches. Et on fouille pendant 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans dormir. Chaque mètre carré de terrain, chaque route, chaque demi-route, chaque quart de route est fouillée de fond en comble. Parce qu'ils sont sûrs que la fille à brochu est enlevée par le diable. Au bout de 3 jours, abandon des recherches. Condoléances au père. Et à ce moment-là, on entend une petite voix qui fait « Mais alors, qu'est-ce que vous aviez à me chercher ?» La fille est brochue, l'air épanoui, les cheveux pleins de paille, printanière. Elle n'est pas restée printanière longtemps, ambulance, direction l'hôpital, où aussitôt on l'a mise en quarantaine. On l'a auscultée, radiographiée, scannérisée, RMNisée, parce qu'on était sûr qu'elle était contaminée. Elle était encore plus contaminée que prévu. Et là, on prenait des allures de catastrophe nationale. Parce que vous le savez certainement, vous, mesdames, quand on fait l'amour avec le diable, à tous les coups, on accouche d'un loup, un wolf, une bête, un monstre. Et là était l'avenir de nos chères petites têtes blondes qui étaient en danger. Il fallait faire quelque chose. On a entendu qu'elle soit bien aponaudée pour avoir les preuves scientifiques. Là, on a passé une échographie bien poussée, on a vu une masse sombre avec une couette.
plus d'équivoque possible, était bien un look. On a décidé d'intervenir au moment de l'accouchement. Elle a été prête vers la fin du mois de décembre, vers le 23-24. On l'a jetée dans une étable, isolée en plein bocage, sur la paille, avec juste un œuf et un saucisson d'âne en train de souffler dessus. On avait mis les meilleurs fusils du pays tout autour. On avait fait une opération qui s'appelait Tempête dans le bocage. Et à l'intérieur, un pauvre gars qui était tiré au sort et qui surveillait l'accouchement de près, en disant quel malheur, quel grand malheur, alors que la fille à brochu était totalement décontractée. Elle avait eu le temps de se préparer. Visualisation positive, sophrologie, tai chi chuan, et accouche benaise. Alors que l'autre à côté, ça y est, est noir, est frisé, est un look. Un bruit de chute, et puis plus rien. Le grand silence blanc. Et là, on a entendu la bête qui a poussé son cri. Était un drôle de petit look. Le TB noir, le TB frisé, le TB une couette. Moi, j'étais un petit garçon noir qui sentait bon l'amour au printemps. On l'a appelé René, le était mignon. Le grand noir du bal des pompiers, c'est le diable, quoi. C'est la peur de l'étranger, c'est la peur de la différence, et puis c'est tout ce que les peurs des gens font naître dans leur tête. C'est à cause de ça que ça dégénère. Ce soir-là, Joseph grimpait les marches de l'opéra de Pougnérisson. Il avait une jolie blonde accrochée à son bras, comme un pendentif, un signe extérieur de richesse. On s'écartait sur son passage, on lui souriait, on pouvait toujours servir, était un homme important qui avait réussi. Il avait surtout réussi à bâtir toute sa carrière sur le dos des autres. Comme ça, on monte plus haut, plus vite, puis on est sûr d'avoir de la base. Il lui avait suffi d'un petit peu de venin, un peu de vrin. Il lui avait suffi de ça, il avait commencé tout petit. Déjà dans la cour de récréation de l'école, le dénonçaient ses camarades pour un vol de chocolat Côte d'Or. Et avec le temps, il était devenu un spécialiste, un chirurgien de la médisance, un esthète du ragot, de la délation, un homme public avec une aura prestigieuse, mais une aura sale. Et ce soir-là, tellement imbulé, il grimpait les marches de l'opéra. Et là, on a un homme qui s'est levé sur son passage. Un cherche-pain, un trait de misère, un homme qui avait même plus d'existence sociale, un gueux, un homme qui a tendu son doigt vers lui et qui s'est mis à hurler « Gueule de vipère ! Gueule de vipère !» Il a disparu, laissant Joseph en sueur, anxieux. Pas bien, quoi. 2 jours plus tard, sa goule s'infectait, lui déformant le visage à plus pouvoir parler. Les grands médecins sont venus le voir, pas un a pu le guérir. Les grands médecins sont venus le voir, n'a pas un qui a pu y faire quelque chose. Alors il est retourné chez lui, dans son village natal. Il est allé voir un guérisseur qui l'avait soigné il y a longtemps, en patois. Un homme que tout le monde appelait avec dédain Mick de Chaille, crotte de chien. L'a laissé son auto, l'a traversé la pièce, l'a descendu les marches, l'a s'est assis dans la chaise, l'a regardé les poules, le coq et le goré, et l'a parlé au vieux, l'a dit ce que l'avait, le vieux l'a regardé, lui a dit qu'il était pas beau, que sa goule était du venin pur, que l'arriverait sans doute pas à le guérir, mais que l'allait essayer. Le lui a dit de prendre un sac de plumes et d'aller porter une plume devant la porte de chaque maison, de chaque personne, de qui il aurait dit de mauvais té. De mauvais té. De mauvais té. Alors Joseph a marché
Alors Joseph appose ses plumes, l'a beaucoup sué, l'a beaucoup peiné, en portant sa gueule de vipère. Gueule de vipère. Gueule de vipère. Elle a retourné voir le vieux Mick des Chailles. Elle a descendu les marches, elle s'est assise dans la chaise, elle a regardé les poules, le coq et le goy. Elle était sûre de lui, l'avait payé, l'avait expié, l'avait posé ses plumes, l'avait guérir, elle en était sûre. Et le vieux lui a dit non, maintenant tu vas repartir, tu vas aller chercher les plumes, et tu vas me les rapporter. Tu vas aller chercher les plumes, et tu vas me les rapporter. Gueule de vipère. Gueule de vipère. Gueule de vipère. Gueule de vipère. Il a marché, il a beaucoup marché dans les rivières, tout sur les terres, il a traversé les mondes, il a retrouvé pas de plumes, et c'était tout en vrai. Alors il a tourné chez lui, il a descendu les marches, il s'est assis dans la chaise, il a regardé les poules, le coq et le goy. Il a parlé au vieux. Il a demandé un café. Le vieux lui a apporté, il a serré son épaule et il a dit: tu vois, les paroles est comme les plumes, quand elles sont envolées, on ne peut plus les rattraper. Les paroles est comme les plumes, quand elles sont envolées, on ne peut plus les rattraper. Gueule de vipère. Gueule de vipère. Gueule de vipère. Gueule de vipère. Ce qui sort de ta, ce qui sort de ta gueule, ce qui sort de ta, ce qui sort de ta gueule, ce qui sort de ta. On ne peut pas m'enlever mon patois, on ne peut pas m'enlever ma langue, ma manière d'avoir bâti ma culture à moi. Simplement, moi aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, et puis je vis dans mon temps aujourd'hui. Les gens parlent plus souvent anglais que patois vendéen. Je ne vais pas le regretter. N'empêche que petit à petit, en allant jouer aux quatre coins du pays, ça m'a envie d'évoluer différemment. La maman de Bernard avait décidé d'élever son enfant de la meilleure manière possible. Aussi, l'avait-elle soustraite tout de suite de l'influence a priori totalement négative de son père. Et elle avait dit: la vie est pas facile. C'est un bon début. Elle avait ajouté que dans la vie, il fallait que tout le monde porte sa croix. Et puis qu'après, il valait mieux suivre les chemins qui avaient été déjà tracés avant soi. Comme ça, on prenait moins de risques. Et au début, Bernard a fait comme sa mère disait. Il a usé ses souliers sur les pavés de Pougnérisson. Ça a duré quelques années comme ça, jusqu'à l'âge de la croissance, la puberté, l'âge de la révolte, la contradiction, sous les pavés, le désert. Il a eu envie de traverser le désert au sud de Pougnérisson, de voler de ses propres ailes, quoi. Et comme l'écouter encore un peu les conseils de sa mère était son seul héritage, il a décidé de prendre une croix sur son épaule pour traverser le désert. Il n'a pas trouvé de croix, alors il a pris une enclume à la place. Il a commencé à traverser le désert avec son enclume, donc ce qui fait qu'au début, il ne faisait pas beaucoup de chemin, comme était lourd. Mais quand il se retournait, il était fier de lui. Il avait des traces profondes dans le sable. Il avait l'impression de comprendre d'où le venait, le maîtriser sa destinée. Et quand on avait quelqu'un qui arrivait en face et qui lui demandait pourquoi il portait une enclume, il le disait comme ça: s'il y avait un lion qui arrivait, le posait l'enclume et il courait beaucoup plus vite. Et les gens faisaient oui. Et un jour, on a pu vérifier l'exactitude de sa théorie. On a un lion qui est arrivé, il a posé l'enclume et il s'est mis à courir beaucoup plus vite. Et là, il a couru comme un petit lapin.
Elle a découvert la liberté, la légèreté. En une journée, elle a fait le chemin qu'elle avait parcouru pendant les 6 mois auparavant. Elle a quitté sa route. Elle est allée au bout de sa géographie. Elle est allée jusqu'au bout du bout. Elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas besoin de laisser de traces. Que ça était la vie, non de là, qu'était la benaiserie maximale autorisée en charge. Waouh! Et un jour, sur ce qui lui semblait être son chemin, elle a vu dans le sable une petite enclume. Et on aurait dit qu'elle lui tendait les bras, qu'elle résonnait en lui. Mais lui, il a dit, oh, on m'a déjà fait le coup, j'ai déjà donné. Je passe. Et il est passé à côté. Il a passé les rochers. Et de l'autre côté, il y a une tempête qui s'est levée, qu'il a élevée dans les airs comme un fétu de paille, et qu'il l'a écrasé sur le rocher. On n'est pas grand-chose, finalement. La pratique artistique est une pratique artistique plus de chanteur. Je dis toujours que je fais un récital d'histoire. C'est comme si c'était chanter des histoires, quoi. Même dans les moments parlés. Vive la mariée, c'est la fille à Brochu. Vive la mariée, c'est la fille à Brochu. La fille à Brochu se marie aujourd'hui. Le petit René maintenant a 2 ans. Les mignons. Alors Madame Brochu, elle a fête chez vous ce soir? Oui. Et vous Madame Argentine, est-ce que vous y allez? Oh ben non, parce que moi, vous savez, je suis juste sorti de la clinique. Il me se fait opérer d'un Christ aux ovaires. Et puis, je suis toute perdue dans mon feuilleton Annette et Babylas. La fille à Brochu se marie. Elle est superbe, habillée tout en blanc. Et tient le petit René dans sa dorne. On fait comme un petit point noir dans l'Immaculée. Elle n'est pas joyeuse, juste résignée. Pas amoureuse, juste raisonnée. Plus adulte, quoi. Sa mère lui a dit, avec le paquet que t'as, ton paquet se remarque. Si tu veux te marier, chaque jour qui passe, c'est un jour de trop. Tu fais comme tu veux, remarque. Tu choisis. Mais tu fais vite. En plus de ça, la clientèle de ton père, avec une fille mère, tu fais comme tu veux, remarque. Tu choisis. Mais tu fais vite. Elle a fait comme elle a voulu, elle a choisi, elle a fait vite. Elle a pris le premier, à côté, le voisin, le plus près. Le voisin d'à côté, quoi. Un bon gars, ne parle pas jamais, le zappe toutes les soirées. Elle s'habituera, elle lui fera la cuisine. Là, au moins, la sécurité de l'emploi, les réceptionnistes à la NPE. Et elle, au fait 2 ans qu'elle aurait voulu au moins parler à Jackie. 2 ans qu'elle lui a pas parlé. 2 ans. Ça fait 2 ans que Jackie, lui, il est mort de jalousie. 2 ans qu'il tourne en rond dans ses jambes et en noir dans sa tête. 2 ans qu'il est sûr de l'aimer quand même. Encore, plus fort. Et 2 ans qu'il n'a jamais osé faire le premier pas. Et le premier pas, plus qu'on attend pour le faire, plus que le s'allonge. Et il a commencé à se dessécher de l'intérieur. A pu savoir où tout ça pouvait le mener. Et un jour, il a décidé d'en finir, de faire son dernier voyage. Il a fait sa valise, et un matin, à l'heure où blanchit la campagne, il a traversé la place centrale pour aller se noyer dans le puits de Pougnérisson. Il est descendu avec une corde pour mourir en toute sécurité. Et quand il est arrivé en bas, il s'est aperçu qu'un malheur arrive jamais seul, le puits était à sec. Alors il a posé sa valise, il s'est assis dessus, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et comme s'il avait une digue qui craquait, ce qui fait que le niveau a monté, puis il a commencé à hurler pour qu'on le sorte de là. Les gens sont arrivés, ont regardé par-dessus la marzelle, puis on dit « Oh ben Jackie, l'étau plus bas ». Elle en est mort de honte quand elle a été sortie à l'air libre, et là qu'elle s'est réfugiée dans le cimetière, dans la nuit, dans le bout de l'ombre, comme pour s'accoutumer, comme pour exorciser la mort qui lui avait tant fait peur. Elle se promenait toutes les nuits, dans le cimetière, elle parlait tout seul, toutes les nuits. Enfin, elle n'était pas tout à fait tout seule. Elle avait toujours un crâne dans sa main, toujours le même, était son crâne, elle lui parlait. Elle avait aussi un chat noir à côté, un chat ferré, un chat de Petos. Parce qu'à Petos, tous les chats sont ferrés. Et cette nuit-là, elle savait exactement ce qui se passait dans la salle polyvalente. Elle entendait le bruit de la noce. Et ça, on lui mettait le feu à son ventre qui était devenu trop sec.
Et à un moment, elle a pris le crâne. Elle a garoché le crâne et elle a dit, hé, le crâne! Puisque t'es mon seul compagnon, il t'invite, on va faire la fête, nous aussi, tous les deux, en tête à tête. On sera quand tu voudras, à la maison. Pendant ce temps-là, grâce à la polyvalente, la fièvre brochue passe les 3 épreuves du mariage avec brio. C'est vrai qu'il y a toujours 3 épreuves dans un mariage. C'est comme dans les contes de fées, surtout le premier jour. On va d'abord voir le maire. Bravo. On dit oui, on signe en bas de la page. Et le jour où on veut récupérer la page, on coûte cher. Après, on va commencer à biser la belle-mère. Puis ça veut dire les dimanches chez elle, dès dimanche prochain pour la fête des pères. Puis après, les dimanches anniversaires. Puis après, les dimanches de premier de l'an, les dimanches de Noël, les fêtes interminables avec les repas où les beaux-frères finissent toujours rouges à force de se faire péter la ventrée pendant que les femmes sont en train de faire la vaisselle et que les drôles braillent dans toute la maison. 3e épreuve, on va se mettre derrière le tiroir caisse pour recevoir les cadeaux de la noce, la liste de mariage. Elle connaît tout par cœur, elle a tout tapé la machine à écrire. On va de la pince à sucre jusqu'à la cuisine encastrée, en passant par l'aspirateur autotracté pour moquette imitation gazon des Alpes, jusqu'au petit âne en faïence grise, avec un côté poivre et un côté sel. Elle le mettra sur le buffet de la cuisine, puis elle recollera tous les ans parce que les drôles n'arrêteront pas de le faire tomber. On finit par la faire rire. Quand elle pense à toutes les bricoles qu'elle va avoir, elle se dit qu'elle pourrait refaire la décoration de la R2 de Jackie. Mais elle sait que Jackie viendra pas. Tout le monde dit qu'il est devenu fou, qu'il se promène avec un crâne et un chat noir la nuit. Un crâne. Un crâne. Quand elle est arrivée chez lui, Jackie, il a fermé la porte. Et aussitôt, il a entendu toquer à la porte. Il a vu le chat en train de marronner de peur, avec le poil qui se hérissait. Il a ouvert la porte. Il a voulu hurler, mais il n'y a rien qui est sorti. Là, en face de lui, il y avait un squelette blanchi, avec dessus un crâne. Et son crâne. Et des orbites vides. Il a vu toutes les idées noires qu'elle avait voulu se cacher depuis 2 ans. C'était comme si elle lui sautait dessus. C'était comme si la mort le mettait en vidange. Comme si la lie de son âme lui sautait à la goule. En voyant son passé dans les yeux du crâne, Jackie peine et frissonne, il a vraiment peur. Le passé par flash qui lui lave les taches, le passé en vache qui le mâche et le fâche, le passé le vieil homme lui tire le bras, la don la bête que tu portes en croix, le passé se fige en vieux qui radote, mais Jackie fait mieux que la femme de Lot, comme un fantôme, comme un revenant, le chat confère et le chat condé, comme un fantôme, comme un revenant, le chat confère et le chat condé, chat confère, chat condé. Le crâne lui sourit, lui dit Jackie c'est fini. C'est plus la peine de pleurer ni de se lamenter. Et que le crâne lui sourit, lui dit Jackie c'est fini. C'est plus la peine de pleurer ni de se lamenter. Mais Jackie, il a de la peine à sortir de sa peine. Et Jackie, il a de la peine à sortir de sa peine. Et il se dit pourquoi? Pourquoi moi? Prise de tête. C'est la fille brochue qui le travaille le plus. Est-ce que le noir vraiment a quelque chose de plus? Est-ce que c'est pas l'aventure de tenter le plus dur? Pourquoi est-ce que c'est vraiment vrai que le plaisir d'amour ne dure qu'un instant et que le chagrin d'amour dure toute la vie? Oh oui. Est-ce que c'est vraiment vrai que le plaisir d'amour ne dure qu'un instant et que le chagrin d'amour dure toute la vie? Oh oui. Est-ce que c'est vraiment vrai que le plaisir d'amour ne dure qu'un instant et que le chagrin d'amour dure toute la vie? Ah oui. Est-ce que c'est vraiment vrai que le plaisir d'amour ne dure qu'un instant et que le chagrin d'amour dure toute la vie? Ah oui. Grosse prise de tête. Pourquoi qu'on les mains, qui s'est mis à parler, pourquoi qu'on les mains, qui s'est mis à parler, pourquoi qu'on les mains, qui s'est mis à parler, pourquoi qu'on les mains.
épuisé, flétri par la douleur, et se pose de son parc naturel régional où poussent des fleurs, des oiseaux, des colombes. Grosse prise de tête, là. Et Jackie sourit à sa vie nouvelle et dit « Pourquoi moi ?» Pendant ce temps-là, dans la salle polyvalente qui sert à tout, qui sert à rien, la fille a brochu, les joues rancis de baisers, de vœux de bonheur et commence à trouver le temps long. Elle a une bonne éducation religieuse, elle sait que quand on a péché, faut payer, mais elle trouve ça long. Et elle peut pas s'en aller tout de suite parce qu'on arrive au délicat moment de haute spiritualité de la vente de la jarretière. Et au milieu de l'enthousiasme général, panne de courant, blackout. Et quand la lumière revient, à l'entrée de la salle polyvalente, Jackie, hilar, qui tient son crâne dans la main, hilar aussi. Il a aussi un chat noir à côté de lui, un chat ferré. Un chat de Petos, parce qu'à Petos, tous les chats sont ferrés, alors. Et comme à la boule en bois, le prend son élan, lance le crâne, qui roule sur le parquet ciré, et s'arrête au pied de la fille à brochu, qui avait rien vu, parce qu'elle était en train de consoler le petit René qui avait eu peur du noir. Et en voyant le crâne, elle sourit, elle relève la tête en disant « Jackie ». Et lui s'approche, tout doucement, prend la main du petit, prend sa main à elle, et ils commencent à danser tous les trois, au milieu de la foule, muette de stupeur. Et dans le bout, une vieille bonne femme qui commence à dire « Regardez, on a nos flammes bleues sous ses pieds !» Allez, viens, on y va. Et ils s'en vont tous les trois vers la porte de sortie. Mais juste le petit René qui revient, qui se met à genoux devant le crâne, le met en dessous son bras, puis part, fier comme avant. Dehors, sous le lampadaire, on a l'air douce qui les attend. Avec un troupeau de chats noirs autour. Les chats ferrés, les chats de Petos, parce qu'à Petos, tous les chats sont ferrés, alors. Et elle a dit, il faudrait peut-être emmener d'autres affaires, il n'est pas prévu, il n'est pas été prévenu assez rapidement, il n'y a même pas une culotte pour René, rien du tout, hein. Alors, il faudrait peut-être l'aspirateur, tiens, on peut toujours servir un aspirateur finalement dans le ménage, je sers toujours un aspirateur. Non, tais-toi, on n'aura rien besoin de tout ça. Où on va, on aura de l'amour à foison, de bonheur à pougnaille. Allez, viens. Ils sont partis, vers l'ouest. Partir, pas pour aller au bout du voyage, mais juste pour enlever la poussière sur la tête d'au monde qui sont restés assis trop longtemps. Après que j'ai inventé l'histoire de la fille à brochu, il y a les voisins qui me disent « Mais t'étais au courant ?» Non, quoi? La fille à brochu, elle est partie. Puis elle est revenue 3 jours après enceinte. Et tout le monde croyait que je m'étais inspiré de cette histoire-là, alors que je ne la savais pas, cette histoire. Mais la réalité, on n'invente jamais des choses qui n'existent pas. Avant-hier soir, on regardait le programme culturel avant Annette Babilas chez la mère argentine. Puis elle nous dit mais si vous allez à la gourmerie, racontez-nous une histoire. Une histoire, une vraie histoire, quoi. Une histoire qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Qui ferait que ce soit un peu culturel, quoi, dans la soirée, parce que après ça va dégénérer, quoi, donc... Alors on a dit, oh ben ça n'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. On devrait penser, elle a dit, racontez donc l'histoire de mon neveu, Bosco, qui était parti sur un bateau, là-bas, dans les glaces. On a dit, tiens, ben ça va être une bonne idée. Alors on vous a préparé cette histoire exprès pour vous, ce soir, un court-métrage, qui s'appelle Le bateau des glaces. Caméra dans l'hélicoptère, qui s'approche dans la banquise. On s'approche d'un paquebot pris dans les glaces, illuminé comme un sapin de Noël. Et dans le paquebot, géant, il y a des milliers, des millions, peut-être des milliards d'humains, d'anges déchus. Et ça rit et ça pleure, et ça crie et ça meurt sans capitaine apparent. Et le bateau alourdi est bloqué dans les glaces. Il est coincé dans le blizzard, dans la tempête.
Et il va à la catastrophe, inéluctable. Et dans les flancs du bateau, ils sont des milliers à ne rien voir, à ne rien savoir, à ne rien vouloir, si ce n'est survivre. Et dans ceux qui savent, il y a Bosco. Et lui, il s'en fiche. Il dit que c'est pas son problème, lui. Il dit qu'il n'est pas revenu sur cette terre pour ça, qu'il n'a pas fini sa pomme, qu'il veut grimper en haut du mât, en haut de l'arbre qui prend ses racines dans la misère du monde, la misère qui grouille à fond de cale. Il a envie de grimper tout là-haut, au pinacle, retrouver les dieux, retrouver les hommes cousus d'or qui refont le monde à leur image, en cinémascope. Caméra épaule, en fond de cale, on suit Bosco, ça grouille de monde, on a bien, bouge, mus, arrête donc, hey là, oh, on passe. Ambiance Blade Runner, fumée âcre, lumière glauque. Lui, Bosco, il essaye de se frayer un chemin, trouver une passerelle, grimper tout là-haut, en haut du mât, jusqu'en haut. Il a que ça comme envie, que ça comme lubie. Il voit les clignotants tous au rouge, les sirènes qui hurlent, et autour de lui, ils n'ont pas l'air d'entendre les sirènes, les oreilles bouchées par une cire trop vieille. Et pourtant elles sont partout, les sirènes, dans les radios, les TV, la bouche des hommes qui dorment. Ils parlent mais ne disent rien. Caméra sur le pont, balayé par le blizzard. Ici tout est glacé. Ici dans la tempête, on ne peut pas résister longtemps. Ils sont une poignée ici, à se prendre pour des aigles, des rêveurs lumineux qui croient qu'on peut tout faire. Et ils sont en train de descendre un des leurs sur la banquise. Une femme. La première à descendre est une femme. Et elle porte sur son épaule une corde d'argent. Elle tire comme elle croit. Elle va grandir encore. Et elle se met à marcher sur la banquise. Elle s'en va loin devant. Sa petite silhouette blanche disparaît dans le blizzard. La corde se tend. Elle est sûre d'y arriver. Elle va lui tirer le bateau. Elle sait pas comment elle va faire, mais elle est sûre d'y arriver. Elle tire, elle ne doute pas. Sa chaleur, sa sueur fait fondre la glace sous ses pieds. Elle avance. On n'arrête pas un homme qui marche. On n'arrête pas. Mais que ta volonté soit faite sur la mer comme au ciel. Elle tire un bateau qui prend l'eau. Non pour nous, non pour nous. Les apparences sont sans balance. Elle sert à rien, elle sert au tout. Tout pour la gloire de ton nom. Caméra sur le pont. Zoom avant sur la porte de secours. Une troupe d'hommes, avec Bosco devant. Insouciant, chef de bande. Il a réussi. Il est arrivé tout en haut. Il est là, avec ses nouveaux amis. L'air épanoui, rougi par la chaleur des salons cossus. Ils viennent s'encanailler, en fin de fête, dans la tempête. Et là, le blizzard, le froid les prend par la peau de l'échine. Mais bravache, ils restent. Ils s'avancent à la proue et ils voient cette petite silhouette en train de tirer le bateau. Hé, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Où il va? Mais qu'est-ce qu'il peut? Et sous les rires bruyants
Bosco s'avance, une lame à la main, et il tranche la corde. Elle claque comme un ressort. Au bout, la petite silhouette blanche devient incandescente, part comme une fusée vers le soleil du nord, éclate en milliers de morceaux de lumière, et sa chaleur, comme celle d'une bombe, fait fondre la banquise, et le bateau avance. Il avance. Plan américain sur Bosco. Livide. Zoom arrière. Il est tout seul, avec son couteau. Il tourne la tête, s'approche d'un groupe d'hommes dans un coin, des rêveurs éperdus. Il leur demande une corde et à son tour il descend sur la banquise, qui se referme autour du bateau, inexorablement. Plan large, au loin dans le grand désert blanc, un poisson sort la tête par une faille. Un dauphin sans doute. Un dauphin. Non pour nous, non pour nous, mais que ta volonté soit faite sur la mer comme au ciel. On sait tout de l'amour du Père. Non pour nous, non pour nous. On n'a pas besoin de sauveur. Nous les hommes, les surhommes, tout pour la gloire de ton nom. Caméra hélico qui s'éloigne du bateau, comme un sapin de Noël qui se perd dans le grand désert blanc. Générique, et une voix off qui fait: on n'arrête pas, on qui marche, ce que tu crois, tu peux le faire, tu es le feu de la terre, Noé la marche, on n'arrête pas, un qui marche, ce que tu crois, tu peux le faire, tu es le feu des étoiles, Noé la marche, on n'arrête pas, un qui marche, ce que tu crois, tu peux le faire, tu es le feu des étoiles, Noé la Les personnages qui existent dans les fins fonds de pays sont tellement typés qu'on ne pourrait pas les inventer mieux qu'ils sont des gens. Alors à quoi ça sert de vouloir les inventer? Alors, la contribution à la culture. Bon, on va vérifier maintenant si vous aimez les histoires de Grand Look. Bon, c'est bien, on avait prévu un enthousiasme débordant de toute façon. Donc on se dit, on va faire une deuxième tentative pour voir si effectivement vous aimez les histoires de Grand Look. Quel réveil! Alors, eh bien, on va se le faire à la, 50 ans demain à Bercy. Est-ce que vous aimez les histoires de Grand Look ce soir? Dimanche après-midi sur la montagne de Poune, grand soleil de janvier, chaud devant, froid derrière. Annette la bergère garde ses blancs moutons en laissant le soleil chaler ses tétons. Elle attend ambulance son grand frère Robert qui veut aller porter d'Aumeuil à sa grand-mère. Innocente et jolie, elle a pas connu le loup. Innocente et jolou, elle a pas connu le lit. Et au loin, on entend les brebis qui chantent Bali. Et l'écho répond Bali. Bon, comme il y en a qui ont déjà fait partie de la chorale, là, on va harmoniser le chantier, hein. Donc on va faire une tentative choralistique de base. C'est dans l'abonnement, c'est pas plus cher, c'est tranquille, hein. Alors, attention, on fait une vous vous sentez bon pour faire l'écho? Normalement, en altitude, l'écho est toujours meilleur, donc là-haut, pas de problème, hein. Bali!
Non mais laissez-vous aller. Désphinctérisez-vous totalement. Le rire est bon pour la santé, vous avez qu'à lire le journal d'aujourd'hui, hein. Bully! Tout est calme, reposé. Et tout à coup, on entend le lugubre hurlement du loup qui fait Wally! Et les moutons qui répondent Bully! Et le grand loup qu'arrive, le terrible loup qui sème la terreur. Le béret enfoncé sur ses dents trop poussées qui rayent le parquet. Il le fait 3 fois le tour avec son VTT, sa gerbe de fleurs. Et il a une superbe couette en panache. Un look sans sa couette, c'est comme un missile sans sa tête. Et il court après les brebis vachement énervé. Il a la bave au menton et la crotte au hu-hu. Et la bergère aime ses brebis. Alors elle se met devant et elle dit non, pas ça. Pourquoi? Pas quand? T'as déjà un petit ventre, t'as plus de cheveux sur la tête, à mon avis, t'as une alimentation très déséquilibrée. Tu devrais manger moins de larcène et plus de poissons. Beaucoup moins de moutons, tu dois manger trop de moutons. Moutons, poissons, en hiver, les poissons, et le larcène, vous l'entendez pas, vous vous en fichez, hein. On vous dérange pas, hein, je comprends, hein, ça, je comprends tout à fait. Mais alors, reprenons, donc. Le loup, très perturbé, le grand méchant loup, là, dit les poissons, mais en hiver, comment on fait, les poissons Si, en hiver, tu vas au fond de la vallée, t'arrives à la rivière, tu brises la glace, car c'est l'hiver, et tu trempes ta couette, quand ça durcit, c'est qu'il y a du poisson qui mord, t'as plus qu'à tirer, et c'est bon. Ouais, d'accord. Le loup fonce à la rivière, brise la glace, trempe sa couette, ça durcit, le poisson mord, et le silence revient sur la montagne de Pougnérisson. Et tout à coup, on entend le lugubre hurlement du loup qui fait Wally! Et les moutons qui répondent Bully! Et le loup rouge de colère revient avec le poil rouge qui sort en masse de chaque côté et la couette. Il a plus de couette! Il se jette sur la bergère et lui dit peut-être que moi je suis un loup courteau mais toi tu vas pas faire de vieux os. T'énerve pas. On va aller chez Brochu le forgeron, le va te mettre une belle couette neuve, en acier, inoxydable, avec un pot catalytique. Après on t'appellera couette d'acier, ou look d'enfer. Ouais d'accord. Et ils s'en vont tous les deux chez Brochu le forgeron qui les accueille à bras ouverts. Lui, il choisit la plus belle couette, toutes options hydrauliques confondues. Mais pour souder, faut chauffer Wally. Et les moutons qui répondent Bully. Et le loup, le derrière en feu, disparaît dans un immense nuage de fumée blanche qui recouvre le pays d'une force. Et là, Annette remercie le père Brochu pour son aide précieuse et voit arriver son frère, Robert, qui veut aller porter du meuil à sa grand-mère. Son frère Robert, parce qu'il veut toujours aller porter du meuil à la grand-mère. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des vacances, il veut aller porter du meuil parce que c'est son truc, quoi. Il dit, il est assez. C'est Robert, il est assez. Il veut toujours. C'est du meuil, quoi. C'est chacun son truc. Alors, ils s'en vont au nord de Pougnérisson, à cet endroit précis. Quand vous êtes là, vous avez vers le nord l'Irlande, le pôle Nord, au sud Bordeaux, l'Afrique. À l'ouest, à l'est, la Suisse et ce qui reste de l'ex-URSS, et à l'ouest, Potos et l'Amérique. Donc c'est assez central. Et donc là, il est en train de faire du stop, quand tout à coup, il voit arriver une moto qui arrive au feu rouge. Et sur la moto... Ah! Ça fait plaisir qu'il y en a qui suivent, même un lundi, jour ravioli, hein? Donc, le look! Quand on n'a plus de couette, faut bien compenser. Et il avait une très très grosse moto, avec un blouson de cuir noir, un casque-bol gris, avec des moutons barrés.
Et il voit Annette et Robert, il dit « Salut, vous êtes en vacances dans le pays Non, fait Robert qui était assez... Nous, on va les porter du meuil à notre grand-mère parce qu'on pense qu'au niveau de la structuration affective de la personnalité de l'enfant, c'est quand même assez important. Ouais, d'accord. Je peux y aller avec vous Ouais, fait Robert qui était assez... Pas de problème, alors, vaut mieux éviter l'itinéraire principal parce qu'aujourd'hui, jour rouge, bison futé, vaut mieux prendre l'itinéraire bis. Ouais, d'accord. Le feu pour sauver, ouah, le look fonce, arrive le premier chez la mémé, descend de la moto, cache la moto, s'en va à la porte de la maison, papa! Qui est là? Et lui, il change sa voix, il fait « Olema, qui veut porter nos meuils, attends !» Ce qui veut dire, c'est moi qui viens porter du millet à toi, Oug. La mémé ouvre la porte, le saute sur la mémé, le la prend, le la mange. Mais le la mange pas tout entière. Le garde un petit peu de viande rouge, que le met dans une assiette creuse, et un peu de sang frais dans une bouteille 6 étoiles consignée, le met tout dans le frigo, et l'enfile la chemise de nuit de la mémé qu'il avait réussi à pas tacher de sang. On demande 2 années d'expérience pour un look pour manger une mémé sans tacher la chemise de nuit. Hein. Quelques minutes plus tard, Annette et Robert arrivent à la porte de la maison de la mémé. Papa! Qui est là? Et nous, mémé argentine? On vient regarder le dernier épisode d'Annette et Babylas avec toi. Oh! Que plaisir! Eh bien, passez donc par la mousse. Passe ta tête. Ma tête est passée. Passe tes épaules. Mes épaules sont passées. Passe ton ventre. Mon ventre est passé. Passe ton fer. Mon fer a repassé. Passe tes pieds. Mes pieds sont passés. Bonjour, mémé. Mes pieds sont passés. Bonjour, mémé. Mes pieds sont passés. Bonjour, mémé. Bonjour, mes enfants. Écoutez, on a tout ce qu'on faut dans le frigo. À manger puis à boire. Manger puis buvez. L'avant tout mangé, l'avant tout bu. Les voyages, ça creuse. Et là, dans les bras de la mémé, Annette, qu'avait de la remarque. Elle a trouvé que mémé avait pas bonne mine. Elle a voulu tirer un poil du menton. Elle a entendu mémé qui a fait Wally. Et les moutons dessous le lit ont répondu Bully. Et le loup a pensé, les moutons, la bergère, le forgeron brochu, la couette d'acier. Et rien que le souvenir de la douleur l'a propulsé dans les airs. Mais avant de disparaître à tout jamais, la jetait un regard mauvais aux enfants et le se mit à dire Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? La bergère vilaine est à couper ta couette. Le pauvre loup en a perdu la tête. Pauvre loup, pauvre loup, pauvre loup, pauvre loup. Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? Look, look, upon Thomas. Look, look, is it Jesus? Is it Jesus? Is it Jesus? Le village de Pougny-Hérisson existant vraiment. Et donc on a fait il y a 2 ans l'inauguration du nombril de la Terre à Pougny-Hérisson. L'année passée on a fait l'Assomption du nombril de la Terre le 15 août avec une grande fête délirante, 3000 personnes et une espèce de fête en milieu rural basée sur l'imaginaire, basée sur une recréation d'un espace. Et Pougny-Hérisson est devenu vraiment le nombril de la Terre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que maintenant les gens viennent à Pougny-Hérisson pour visiter le nombril de la Terre et ils envisagent d'y faire des visites guidées. 40 ans, pas d'enfants, l'angoisse.
Ce matin-là, bizarrement, Anne-Céleste était en train d'arroser son pot de persil sur le rebord de sa fenêtre quand elle a vu arriver une bicyclette rouge avec une robe bleu sidéral dessus. Dans la robe, une femme qui lui a dit mot pour mot, tu vas avoir une fille, mais il y aura 2 conditions, on sera moi la marraine, et quand elle aura 7 ans, je l'emmènerai avec moi. Et Anne-Céleste, qui était prête à tout pour devenir une mère, même une mère porteuse, elle a dit oui, et chiant qu'elle est tombée enceinte. Elle s'est retrouvée en chemin de famille. Sur le chemin de famille, elle s'est mise à marcher. À force de marcher, on fait tout plein de chemins. Elle s'est trouvée grosse de même, avec une envie de manger du persil. Incroyable. Elle a mangé un brin de persil, un bouquet de persil, une barouette de persil, un charter de persil. Et quand la jeune fille est née, elle était verte et toute frisée, on l'appelait Persillette. PERSI de zone de TR. Et elle a grandi en force et en sagesse, comme dans les histoires. Ça qui est pratique dans les histoires. Et son persil a bientôt grainé, on lui a fait une grande mèche de cheveux blonds derrière. Quand elle a eu 7 ans, la marraine est venue la prendre. Elle l'a emmenée sur la plus haute montagne de Pougnérisson, dans un endroit terrible où on avait juste la lande qui était... Le château qui était... Et le vent qui buffait... On pourrait renouer un dialogue longtemps perdu... en refaisant cette délicate... permettrait d'aérer l'atmosphère et de vivre un intense moment de bonheur culturel ensemble, simple en plus, un bonheur simple, c'est ça qui est important de nos jours. Donc attention, sur la plus haute montagne, il y avait juste la langue qui était... Le château qui était... Et le vent faisait... Et là, au pied du château, Persillette a découvert son nouveau domaine. Sa marraine lui a dit, voilà, tu as été élu, missionné, tu vas rester là toute ta vie pure et vierge, quelle chance. Elle a rajouté qu'elle viendrait la voir tous les dimanches en lui apportant des huîtres. Les huîtres, le dimanche, c'est tellement meilleur. Et elle a dit qu'elle aurait juste à défaire sa mèche de cheveux et qu'elle grimperait le long de la mèche de cheveux. Et Persillette est restée dans le château des vents, avec le mobilier, alors que la marraine est partie, le mobilier est resté, mais n'avait pas grand-chose, n'avait juste un lit, une houillette et un perroquet. Explication et mode d'emploi. Le lit, 90 cm, pas de quoi faire de folie. L'houillette, entonnoir. Entonnoir, houillette, géante qui servait de sens giratoire obligatoire dans la pièce et de terrain de loisir. Et il y avait aussi le perroquet, qui avait une anatomie tout à fait particulière, puisqu'il avait rien qu'un œil, qui n'était pas sur la tête, mais qui était sur le chut. Au gros pion. Et le constructeur de la bête devait avoir eu des problèmes de budget sur la fin du chantier, parce que la peau du dos de la bête était tellement tendue, que quand le perroquet ouvrait la goule, on lui fermait l'œil. Et donc, quand l'ouvrait l'œil, on lui fermait la goule. Elle ne pouvait pas faire les deux en même temps. Ça lui posait de terribles problèmes de communication. C'est pour ça que Persillette le trouvait sournois, et là, elle n'avait pas tort. Parce qu'en fait, le perroquet était chargé par la marraine de la surveiller d'un genre d'œil électronique de l'époque, une Stasi locale. Malgré tout, elle s'est habituée à lui, elle l'a appelé Merci la vie. Et du haut de son château, Persillette a commencé à se dire que peut-être elle avait quelque chose à faire ici, qu'elle avait une mission. Et elle a commencé à chanter des chansons dans le vent, des chansons tristes et belles, comme elles sont dans le vent. Et à raconter des histoires dans le vent, des histoires tristes et belles, comme elles sont dans le vent. Et un peu plus loin, un gars qui a entendu la chanson triste et belle, comme elles sont dans le vent. Un gars qui s'appelait Robert. Mais pas le Robert... Un Robert beaucoup plus... Un gars qui lisait toujours moins les films, moi. Il les fait rire, moi. Le gars Robert faisait rire les filles. Le faisait d'ailleurs que ça dans la vie, hein. On lui avait proposé de passer un CAP de RMiste, il avait dit non, 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 non. Elle voulait pas mettre son doigt dans l'engrenage. Ne
voulais rester disponible. Et moi les filles, moi. Et ce jour-là, quand on a entendu la chanson le matin dans le vent, la chanson, elle est triste. Ça l'a énervé. Elle a pris sa mobilette et wouah, elle est partie. 3 jours et 3 nuits plus tard, elle dormait dans ses sacoches de mobilette. Quand tout à coup, elle a entendu la voix de la marraine qui faisait « Persillette, ma mignonnette, prête-moi ta couette que je monte voir ta tête. » « Vite, ma marraine, cache-toi !» Et là, quand elle est arrivée, la marraine, elle a juste trouvé Persillette assise sur le rebord de son lit, avec ses mains sur sa jupe plissée, très plissée. Il y avait la sacoche de la mobilette qui dépassait dans dessous l'ouillette. Faut bien lui donner un petit rôle dans la distribution. Elle a fermé l'œil, elle a ouvert la goule et elle s'est mise à dire « Le bébert à sa yéyette est caché dans l'ouillette. » Qu'est-ce qu'il a dit, ton perroquet? Je sais pas du tout, alors là... Que j'enfile des soquettes et que je tresse des couettes? Ou le contraire? Je sais plus. Alors elle a voulu empêcher le perroquet de parler de nouveau, elle lui a mis le doigt dans l'œil et... La marraine s'est fâchée, elle est repartie avec la bourriche moitié vide, le bébert est sorti en dessous l'ouillette et elle a dit « Oh, la marraine, elle me fait pas rire, moi. » Et le prochain coup, elle va revenir, elle va trouver le bébert à sa yéyette caché dans l'ouillette, elle va pas le faire rire, le bébert. Alors, on s'en va au voyage de noces, hein, je t'emmène à Venise, hein, Venise. Vous savez, quand l'amour baisse dans un couple, un petit coup de Venise et hop. C'est reparti pour 2 semaines. Et là, ils sont partis tous les deux dans les Cassis, les Dodanes, mais la marraine est revenue beaucoup plus tôt que prévu, en portant des suppositoires pour la conjonctivite de son perroquet. Elle a trouvé personne dans la tour, alors elle a fait un vent de colère, elle a rattrapé les amoureux. Et là, elle a dit, par la vertu de ma baguette magique, que tu sois enchaîné pour les 1000 ans qui suivront. 1 chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes, Canal+, et puis la 7. Et depuis, Robert, assis dans son fauteuil en sky, le zappe avec sa zappette. Il a tout oublié. Ne se rappelle même plus, Robert, que de l'autre côté de l'écran vert, une Persillette qui tape contre la vitre, qui crie, qu'appelle, qu'espère, qui voudrait tant voir arriver le prince, celui qui pourra lui donner le baiser, qui pourra la réveiller. Et elle espère toujours que le prince en question serait capable de lui chanter. Persida et Charlotte, 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 Persida et Charlotte. L'élément féminin est toujours très présent dans les contes. De toute façon, l'objet d'une quête dans les contes, c'est toujours, c'est souvent une femme. Ça rejoint les grandes traditions. La quête du Graal, elle se faisait d'abord parce qu'on allait trouver la dame, on allait la réveiller, puis après on allait chercher le Graal. Donc chez les soufis qui boivent pas tellement de vin, ils disent qu'on s'enivre, puis on va réveiller la dame. C'est vrai qu'on a vu que vous aimiez ça, vous les histoires, donc on va vous raconter une histoire. C'est un bon début, ça. Alors, bon, alors on va faire mieux, on va dire une histoire, on va raconter une histoire comme... Parce que si vous êtes venu là, c'est que vous aimez les histoires de l'ancien temps, c'est vrai, de ce temps, on aime bien le bon vieux temps, c'est vrai que c'est... On retrouve les valeurs. Avec les... Dans le temps, les gens qui vivaient simplement, avec les petites maisons basses, avec la lumière qui rentrait pas, la mémé qui était au coin de la cheminée, avec... qui toussait, avec autour d'elle, elle avait rassemblé les enfants, les rats, et puis les petits gorées. Puis devant, il y avait la rivière de Purin qui passait, avec le corps du grand-père mort de la tuberculose, et puis le père mort alcoolique 30 ans avant la naissance de ses enfants. Si.
On vivait simplement. On dansait de l'avant d'eux, puis la gavotte, c'était le bon vieux temps, finalement. On savait s'occuper, hein. Pas une minute de perdu, imaginez-vous tout ce que vous avez perdu comme temps par... Les mémés racontaient des histoires dans un coin, et puis les drôles, pas besoin de s'entraérer. Le mercredi, ils prenaient les petits rats et ils éclataient contre les mecs. Les femmes à 22 ans, 14 fausses couches, des varices grosses comme ma tête, mon vieux. Un remède contre l'amour, doit... Le bon vieux temps, quoi. C'est bien, voilà, les folkloristes. Lise, elle n'était pas du tout née dans le bon vieux temps. Donc ça va pas coller avec le début de l'histoire, c'est ça le problème. Lise, elle était née normale, mais surtout, elle avait mangé trop de galettes. Et les galettes, quand on en mange trop, ça porte au cœur. Et ben là, ça lui portait au cœur. Puis avant d'aller se coucher, elle s'est rappelé les paroles de son père. Son père lui avait dit, avant d'aller au spectacle voir l'orchestre, me l'avait dit... Tu feras bien attention. Tu sais qu'on a un drôle de bonhomme qui se promène dans le pays, habillé en Père Noël. Et un Père Noël en plein mois de juillet. Elle a fait le tour, tout était bien fermé. Puis à un moment, elle a cru sentir une respiration dans ce nichine. Elle s'est retournée, il n'y avait personne. Elle est partie se coucher, elle a monté les couvertures un petit peu plus haut que d'habitude. Il était plus chaud, mais elle était plus sûre. Puis elle s'est endormie, puis elle a commencé à rêver de galettes. Les galettes sont passées du cœur à la tête. Puis elle a commencé à rêver de petites galettes, de grosses galettes, de galettes rectangulaires, triangulaires, vertes, oranges, marron, jaune. Et on avançait, on reculait, on faisait comme dans les publicités. C'était très cosmique. Et les galettes ont commencé à venir se coller sous sa goule. Elle disait, comme elles sont chaudes les galettes, comme elles sont chaudes les galettes. Puis elle a entendu une voix dans son rêve qui faisait comme des menus. Puis elle a ouvert les yeux, elle a vu qu'elles n'étaient pas les galettes. Elle a vu deux yeux exorbités, une barbe blanche, une cape de Père Noël, une main qui tenait une bougie allumée et des gouttes de cire chaude qui tombaient sur son visage à elle. Elle avait la voix qui faisait comme des menus. Et l'homme a sorti la caisse à outils avec les couteaux, les goudrelles, la scie zigzounette, la tronçonneuse avec les guirlandes de Noël qui étaient déjà en train de clignoter. Et là, il dit, maintenant, tu veux que je te découpe par quel bout d'abord? On ne ferait rien si tu coupais le sapin de Noël dans le jardin. D'accord. Et quand elle a entendu l'arme attaquer l'arbre dans le jardin, la lame, elle s'est approchée de la porte, elle a fermé la porte, elle a barré la porte, elle a poussé tout ce qu'elle a pu pousser, elle a entendu l'arbre venir, la lame attaquer la porte, la lame jaillir, elle a vu la main de l'homme qui passait, alors elle a pris la hache du pompier et... Petit Luc qui l'a retrouvé. Et le seul qui a bougé dans le lotissement quand on l'a entendu hurler. Tous les autres au même moment ont monté le poste de télé. Mandant la télé féminine. Eric Pont dans les résultats de tapis vert. Pourtant, Petit Luc avait une trop grosse tête par rapport au restant de son corps. Avec des yeux grands comme des assiettes qui lui mangeaient tout le visage. Il aimait beaucoup Lise, lui. Il l'aimait tellement, le la dévorait du regard. Mais elle avait peur de lui. Elle avait trop peur de lui. Et quand Petit Luc s'approchait de sa maison, elle fermait toujours sa porte à clé. Mais là, quand Petit Luc s'est approché, la porte, elle était pas fermée. Elle était toute défoncée. Il y a même du sang sur la moquette murale. Quel dommage! Et même du sang qui arrivait en rigole. En vague. Foscofo. Et au bout du corridor, gore.
Il l'a vu, penché sur un plan en inox, en train de couper des rondelles de tomates, et à chaque extrémité, elle avait mis un œuf mimosa, quelques miettes de thon, un peu de persil concassé, 3 olives noires, 2 olives blanches, de beurre, et au milieu, une main ensanglantée! Y a pas d'autres dégâts? C'est les neurones qui d'habitude ils sont comme ça, puis là ils se mettent en sécurité. C'est des neurones intermittents, quoi. Alors ils sont pas. God Trente-Mou, il a c'est peut-être une mauvaise qui est bloquée dans le circuit général. Avec le temps, ça passe, puis c'est vrai que quand on est plus jeune, en général, ça passe plus facilement. Quand on est plus vieux, on a moins de choses à mettre par-dessus. Quand on est jeune, on entasse les souvenirs sur la misère, on la cache comme on peut. Avec le temps, on oublie. Élise, elle est devenue une belle grande jeune fille, elle a oublié. Elle a commencé à aller chercher un homme dans les balles. Elle voulait éviter le genre musicien. Pour quelqu'un d'épanoui, c'est vrai que... Mais ça peut se déboucher d'un seul coup, hein, vous savez. Il y a des jours, ça se débouche. Hein. Et enfin, Lise, elle a trouvé un homme un jour dans un bal. Il était en face d'elle, elle a su dès le premier regard que ce serait lui. Il était beau, il était grand, il sentait bon le sable chaud et surtout, il avait une belle décapotable. C'est ça qui est important pour les hommes de nos jours, qu'ils aient une belle décapotable. Il l'a emmené faire un tour de décapotable, ça lui a beaucoup plu, surtout qu'il avait un chic fou avec des gants de cuir noir qu'elle quittait jamais, même le soir pour dormir. Le mariage a été vite décidé, un mariage facile où finalement il y avait juste les musiciens et la famille du marié qui avait l'air épanouie. La famille du marié, remarquez, c'était beaucoup plus facile parce qu'en fait, il n'en avait pas de famille à lui, le marié. Alors, finalement, c'était beaucoup plus facile dans sa famille à lui, comme il n'en avait pas de famille, finalement. C'était beaucoup plus facile dans sa famille à lui, comme il n'en avait pas de famille à lui, finalement. C'était beaucoup plus facile, quoi, dans sa famille à lui, comme il n'en avait pas de famille, alors c'était plus facile, quoi, c'est vrai. Alors que dans sa famille à elle, tout le monde avait acheté des nœuds papillons tellement serrés fort que plus personne n'arrivait à parler pendant le repas de noces. Ce qui fait qu'on entendait juste Petit Luc qui sanglotait sur les marches du restaurant. Le marié avait l'air pressé d'emmener la mariée en voyage de noces. Première demi-route à gauche en sortant de Pougnaisson, l'a arrêté la décapotable et l'a dit « Comme t'es menu !» Elle a enlevé le gant de cuir noir, il lui a fait voir le moignon. Elle a dit maintenant tu veux que je te découpe par quel bout de beurre, Werner? Elle a sorti la tronçonneuse de voyage, qui marchait indifféremment sur pile ou sur secteur. Et là, on a vu le coffre s'ouvrir, avec la tête de Luc, petit Luc, avec ses yeux rougis de pleurs, il tenait un couteau énorme sur sa tête. Il a enfoncé le couteau dans l'échine de Barbe Blanche, qui est tombée sur la terre. Et on a sorti un flot de sang, comme une rivière, où s'est enflammé, comme de l'essence. Et la forêt s'est embrasée, tout autour d'eux. Et petit Luc s'est approché d'elle, en disant « Il te aime. Il te aime. » Elle a baissé la tête, en disant qu'elle pourrait jamais. « Va-t'en, tu me fais zire, tu me dégoûtes. » Alors lui a juste changé de direction. Et du même pas, elle est entrée dans le brasier,
dans le feu, comme s'il était de l'eau. Et la flamme est devenue bleue. Et de la flamme, on l'a sorti Inosea, un oiseau, bleu aussi, comme un phénix bleu, qui est parti loin dans les airs. Mais moi, je les entends encore tourner tous les trois, indissociables. Un petit Luc qui a de la misère à marcher sur la terre, et lise comme une dame blanche qu'on aimerait réveiller. Et un bonhomme barbe blanche qui fait nous mentir dans l'hôtel, qui fait nous mentir dans le temps. La dame que tu réveilles après des années de route, les démons émerveillent et les rêves dans le vide. Et l'amour que te donne et qu'on tranche à la goule, et le sang qui t'aveugle, et le monde qui s'étourne, qui parle de vérité, qui parle de vérité, entre amour et vérité. Le chemin est long et fatigué, le sage est pas toujours aidé, le monde se prétend d'amour, à qui concerne l'amour maudit. Le côté musical donne un rythme, donne un côté populaire. C'est quand on parlait de côté populaire, je crois, moi j'aime bien les ritournelles, j'aime bien que les gens ils chantent des chansons tous ensemble, j'aime bien le côté gros bœuf, fin de banquet. Moi, et mon univers à moi, et puis il assume complètement, quoi. Bon d'abord, faut que je vous dise une chose. Le groupe Verte Campagne, que vous avez derrière vous au grand complet, a dénoncé récemment le contrat à vie que le lié à la salle polyvalente qui sert à rien de Pougnérisson pour signer le même contrat à vie à la fête de Potos. On a retourné notre veste assez récemment, on essaie de s'adapter, c'est une période, faut s'adapter quoi, alors on s'adapte. Alors, dans le groupe, pour que vous puissiez les dénoncer plus rapidement, celui qui a celui dont la mojette bloque le neurone dans le port de Trente-Mous, Yulon. La grande segueuille de Potos, Jean-Christophe Rouet. L'allumé de la place Napoléon dans le babocage, Louis-Marie Moreau. Et là, t'as toutes tes cousines qui sont mortes. Et là-bas, les deux gars de la mine de Pougnérisson, Michel et Dominique Grignon de la banlieue nord de Pougnérisson. Et si vous voulez, on vous emmène à la fête à... Oh là, le monde énervé qui court dans la sonobouillée, sonobouillée, sonobouillée. Je viens d'entrer dans le parc et j'ai garé ma Flandria. C'est la fête à Potos, c'est la fête à Potos, c'est la fête à Potos, c'est la fête à Potos. Je connais tout le monde, la Habib, le Gauthier, le Burbeur vendéen qui vend des lampadaires et ça sent bon la terre. Je dédicace à Françoise, Evelyne ou Robert. La maladie d'amour, c'est pour les mettre à l'aise. C'est la fête à Potos, c'est la fête à Potos, c'est la fête à Potos, c'est la fête à Potos.
Merci centenaire, hey, vous connaissez la jockey des blancs, des chouans de Vendée. Je me souviens très bien, on veut pas dire charrette. Moi la mémoire de mes pères, moi je la veux pour grandir. On bâtit pas l'avenir sur des gros tas de martyrs. Et ça me fait bien, moi j'ai mieux que les tétines à martyr. Je fais pas la guerre, je fais pas la guerre, je fais la fête à Petoche. C'est la fête à Petoche, c'est la fête à Petoche. Même si tu sais pas, si t'es trop con pour en voir, à Paris ou ailleurs, les bandillards de Kika, le retour de ton voisin, le bandillard de Kika, le retour de ton voisin, le bandillard de Kika. Ah, Piassine, au vieux tout raccorni, ton tableau de Van Gogh, jauni dedans les gobes, wow. Allumé sur les genoux des mémés, avec des coiffes en haut et rien d'autre en bas, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus beau que les gouttes de Martine, que les gouttes de Martine. C'est la fête à Petoche, 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 c'est la fête à Petoche. Saint-Martin du Fouillou, je me sens pas mou du tout. Et mon d'arrêt et j'ai pas d'armée, de pougnérisson et j'ai pas de canon. Pour dire qu'un pays on le porte dedans. Moi je veux qu'on l'aime, moi je veux qu'on l'aime. Ça réveille les fées, de feu la fée carabosse. Et qu'il y a la pêche à la ligne, à la fête à Petoche, c'est 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 la fête à Petoche. Hey, hey, rock and roll, c'est la fête à Petoche, c'est la fête à Petoche. Hey, hey, rock and roll. Même si tu sais pas, si t'es trop con pour en voir, à Paris ou ailleurs, t'es le bandillard de Kika, le retour de ton voisin, le bandillard de Kika, le retour de ton voisin, le bandillard de Kika. Nous n'irons plus jamais, pom 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 pom, où tu m'as dit je t'aime, pom 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 pom. Nous n'irons plus jamais, pom 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 pom. Curie, 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 allez mesdames, Curie, Curie, allez mesdames, allez Curie, Persillette, ma mignonnette, prête-moi ta couette que je monte en mobilette. Persillette,